je m'appelle Isabelle Nicolas, je suis conseillère conjugale et familiale, ça veut dire spécialisée sur les questions de sexualité et d'accompagnement des femmes, des couples. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un centre de planification et d'éducation familiale public en France pour accompagner donc des femmes, en particulier paniquées par une grossesse imprévue et qui se posaient la question de l'avortement. Excuse-moi de te déranger, mais ils vont avoir besoin d'un coup de main au bloc. Tu peux venir ? J'aimerais bien. Alors, ce qui est caricatural dans le film, c'est ce côté américain où toute aide est monnayée, cette place du pouvoir aussi. Ce qui n'est pas caricatural, c'est le militantisme important des personnes qui sont convaincues que ce qui va le plus aider une femme touchée par une grossesse imprévue, c'est d'éliminer le bébé pour qu'elle soit la plus libre possible. Et donc d'en être tellement convaincu parfois on peut ne pas dire toute la vérité et ne pas laisser le temps à la femme de vraiment réfléchir, de laisser résonner en elle ses peurs, de chercher de l'aide. Donc ce militantisme n'est pas caricatural. Ce qui n'est pas caricatural non plus, c'est la vraie peur des femmes qui viennent. C'est l'angoisse des familles qu'on voit, du père, de la mère. On voit d'ailleurs pas beaucoup de conjoints ou de petits amis, un peu comme en France. Ce qui est caricatural, c'est ce poids de l'argent, ce poids d'une organisation privée qui cherche à faire du bénéfice. Voilà. Ce qui n'est pas caricatural, c'est l'élimination physique du bébé, c'est le bocal qu'on voit plein de sang, c'est la jeune femme qui se tord de douleur après un avortement par comprimé. Ça, c'est juste la réalité. Si le film était vraiment caricatural, il y aurait d'un côté les bons qui sont pour la vie, qui veulent accompagner la grossesse jusqu'au bout et qui seraient gentils, dans l'empathie, et de l'autre côté, des méchants qui voudraient pousser la femme à avorter à tout prix par militantisme. Et on se rend compte dans le film que ça n'est ni tout blanc ni tout noir, comme dans la vraie vie. Il y a les pro-vie intelligents, comme le jeune couple qui accompagne, qui écoute vraiment la femme, qui cherche vraiment son bien. Et puis il y a les exaltés, excités, qui vont même jusqu'au meurtre. Pour ceux qui sont dans le militantisme, il y a Cheryl qui cherche le pouvoir, et puis il y a les jeunes femmes qui sont à l'accueil du planning familial et qui veulent sincèrement aider les femmes. Elles n'ont juste pas vu que voilà, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions, et elles pensent sincèrement, comme en France, dans les centres de planification, où on pense aider les femmes en les aidant à avorter le plus vite possible, avec le moins de traumatisme possible, donc en se posant surtout pas de questions. Je me souviens aussi de m'être retrouvée allongée sur une table, les pieds sur les étriers, et de ressentir une pression douloureuse qui augmentait dans mon abdomen. Je m'entendais gémir, mais de loin, comme dans un brouillard. Ça va aller, chérie. Essayez de vous détendre. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais assisté, bien évidemment, à un avortement, ni chirurgical, ni médicamenteux. Ce que je sais, c'est que tout est parfaitement juste. C'est-à-dire que le médecin ou l'infirmière qui pratiquent les avortements sont des médecins ou des infirmières qui ont réellement pratiqué des avortements au cours de leur carrière. Quand on voit par exemple ce gros bocal au moment de l'avortement par aspiration, et ça semble quelque chose d'horrible et donc d'impossible, et en France en fait techniquement c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc le film est réaliste, crédible. Évidemment ce ne sont pas de vraies scènes d'avortement, ça serait pervers et choquant, mais ce sont des scènes tout à fait réalistes et justes. Alors est-ce qu'il faut montrer aussi crûment la violence d'un avortement ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'un avortement, c'est violent. C'est techniquement, cliniquement, psychologiquement violent. Moi, j'ai longtemps travaillé en centre de planification avec des militantes du planning familial, des militantes françaises, et
on était tout à fait en phase sur les violences faites aux femmes et le désir de justement les défendre contre ces violences. Et je leur expliquais que pour moi, l'avortement est une violence faite à la femme. C'est une violence faite à l'enfant, mais c'est aussi une violence faite à la femme. C'est une violence technique, clinique, c'est l'élimination d'un être humain. Et souvent d'ailleurs dans mon milieu de travail, quand je disais cette jeune femme qui attend un bébé, on me dit non, elle n'attend pas un bébé, elle a une grossesse. Ce à quoi je répondais, elle n'attend pas une souris, elle attend un bébé. Donc on parle de bébé. Donc on montre simplement, sans qu'il y ait de scènes, je trouve, inutilement choquantes, avec le plus de discrétion possible, la réalité pour qu'on puisse avoir un débat dans la vérité. Alors, plusieurs étapes. D'abord, quand j'étais adolescente, j'étais chrétienne. Je trouvais que la vie, c'était beau, c'était important. Mais quand on s'est posé avec plusieurs amies, toutes chrétiennes, la question de l'avortement, on était plutôt d'accord pour se dire qu'en effet, on était contre, pour nous-mêmes, que ça nous choquait, que la vie, c'était à protéger, un don de Dieu, et qu'en même temps, une jeune femme qui aurait été violée, une jeune fille qui serait paniquée, qui avait 16 ans, qui devrait interrompre ses études, on pouvait comprendre qu'elle puisse avorter. Et il y avait avec nous une adulte qui était infirmière. La semaine suivante, elle est revenue avec un bocal qui contenait un petit bébé de 9 semaines dans du formol. Je veux vous montrer quelque chose. Allez-y. C'est incroyable, on distingue tout. Vous savez ce que font les gens quand ils voient ça pour la première fois d'habitude? Leur première réaction. Ils pleurent. Ça m'a beaucoup choquée, je revois encore cette scène. Et ça m'a choquée dans le bon sens du terme, ça m'a fait atterrir dans la réalité. J'étais dans des idées et pas dans la vraie vie. Et j'avais oublié que c'était un vrai bébé et pas une idée ou un concept. Donc j'étais moi aussi gagnée par cette mentalité, à la fois par cette mentalité qui fait qu'on oublie et qu'on cherche à faire oublier que dans le ventre de la femme qui a peur, il y a un vrai bébé. Donc ça a été le début de ma prise de conscience. Plusieurs années plus tard, de longues années plus tard, j'ai attendu un enfant dans des conditions un peu compliquées et les médecins m'ont expliqué que cet enfant allait avoir un lourd handicap, que ça serait très compliqué et qu'il fallait absolument avorter. Et au stade de la grossesse où ils m'en ont parlé, c'était l'été, et on voyait le bébé bouger sous ma robe. Donc j'ai juste baissé les yeux en disant mais réfléchissons un peu. Et j'ai vu ensuite plusieurs médecins m'expliquer ce qui était dangereux et insister. Et ce qui m'a frappée et choquée, c'était que quand ils m'avaient expliqué pourquoi il serait bon pour moi et éventuellement pour cet enfant qui aurait une vie abominable, qu'il fallait absolument que j'avorte, ils ne pouvaient pas entendre que j'ai une autre opinion que la leur. Et je me suis dit que les femmes étaient peu aidées et peu soutenues. Moi, j'avais la chance d'avoir mon mari, d'être bien entourée, et donc assez sereinement de pouvoir vivre cette grossesse contre l'avis des médecins. Mais je me suis dit que la vie pour les femmes était difficile et que ça déjà, ce que j'avais subi pendant tous ces entretiens-là, c'était une violence qui m'était faite. Et je le leur ai dit. Voilà, mon bébé est né en parfaite santé. Ça a fait partie de mon cheminement et quelques années plus tard, quand j'ai réfléchi à changer de métier, je suis devenue conseillère conjugale et familiale avec l'idée d'aller particulièrement travailler dans les lieux où on accompagnait les femmes sur les questions d'avortement, où il y avait des militantes et où moi aussi je pouvais être à la fois militante et témoin, en écoutant les femmes sans leur imposer mon point de vue, mais pour leur offrir une vraie plage de responsabilité. Et j'ai fait une formation avec entre autres des militantes du planning familial. Ce qui m'a frappée, c'était qu'il y avait d'abord dans les entretiens auxquels j'ai assisté une écoute sincère de la détresse de la femme, de son souci, de comment elle vivait sa grossesse, du dialogue qu'elle pouvait déjà avoir ou pas avec son bébé, ou de la négation qu'elle avait de sa grossesse. Et puis au bout d'un temps d'écoute sincère, on changeait de registre
Et à ce moment-là, la personne qui écoutait devenait une militante qui prenait les rendez-vous sans avoir vraiment jusqu'au bout écouté la vie de la femme. Et je trouvais qu'on n'était plus dans le registre de l'écoute et de la liberté. Quand on dit interruption volontaire de grossesse, on dit interruption. C'est déjà un premier mensonge. Pour moi, une interruption, c'est une action qui s'arrête et qui va reprendre. Donc c'est un premier mensonge. Volontaire, c'est la volonté de la femme. Or, l'enfant, il a été conçu par 2 personnes. Si le père souhaite par exemple que ce bébé vive, il n'est pas entendu. On s'appuie uniquement sur la volonté de la femme, ce qui pèse énormément pour elle. Et moi, je suis d'une génération qui s'est battue et qui vit pour que les hommes et les femmes soient égaux, non seulement en droit, mais en acte. Et donc que la femme soit soutenue dans ses décisions, que ça ne lui pèse pas à elle toute seule. Voilà. Et on dit interruption volontaire de grossesse. C'est la grossesse qui s'interrompt, mais c'est un bébé qui est éliminé. Donc je trouve que ça vaut la peine de travailler, d'être dans des lieux où on peut aider les femmes à prendre des décisions réellement libres, sans mentir. Alors dans le film aux USA, on voit plusieurs actions devant des cliniques, des actions revendicatives, des actions de prière. Est-ce qu'on pourrait les avoir en France? Non. En France, il y a plusieurs lois qui existent depuis une bonne trentaine d'années maintenant, depuis la loi Leyers, puis le délit d'entrave au numérique, qui font qu'il est interdit de se rassembler dans un lieu qui pratique devant un lieu qui pratique l'avortement. Et de toute façon, on est dans un contexte complètement différent. Aux États-Unis, les avortements sont pratiqués dans des cliniques particulières, privées, qui font du chiffre et du bénéfice. En France, les avortements sont pratiqués dans des hôpitaux publics. Et donc, si on manifeste devant un hôpital qui pratique des avortements, on va aussi manifester devant l'hôpital qui pratique des réductions orthopédiques, où il y a des accouchements, où il y a des transplantations cardiaques. Donc ça n'aurait pas le même sens. Est-ce que les méthodes d'avortement sont les mêmes en France et aux États-Unis? Oui, les méthodes sont les mêmes parce que de toute façon, l'idée c'est de sortir ce bébé non né du ventre de sa mère. Donc 2 façons de faire. Un avortement qui en France est dit médicamenteux. Moi, je n'utilise pas ce terme parce que pour moi, un médicament, c'est fait pour soigner. Donc, je dis un avortement par comprimé, où la femme prend d'abord un premier comprimé qui va aider à la dénification du bébé, et ensuite, le lendemain, un deuxième comprimé qui va provoquer des contractions extrêmement importantes et violentes, comme celles qu'on a quand on veut provoquer un avortement, comme celles qu'on a quand on veut accélérer un accouchement. Et donc ces contractions violentes vont provoquer l'expulsion du bébé. Ça, c'est la première méthode, en France jusqu'à 8 semaines pour le moment. Et la plupart de ces avortements dits médicamenteux se passent à la maison. La femme prend le premier cachet devant le médecin ou la personne qui le lui donne, et ensuite elle prendra le deuxième chez elle. Les médecins sont d'ailleurs face à un certain nombre de soucis de femmes qui ont pris le premier cachet, qui commencent à dénider le bébé et qui souhaitent arrêter. Or, c'est trop tard. Et à ce moment-là, elles regrettent, mais de toute façon, la grossesse va s'interrompre. Ce qui fait beaucoup de larmes souvent et de regrets. Et puis, la deuxième façon de provoquer un avortement, quand il est plus tardif, c'est de mettre une canule dans le col de l'utérus et d'aspirer le bébé. Alors ça, c'est quand l'avortement est jusqu'à 12 semaines. Ensuite, le bébé commence à être calcifié et ça devient beaucoup plus trash. J'ai pas très envie de détailler. Dans le film, par exemple, on voit au bloc l'avortement qui justement va provoquer la prise de conscience d'Abby. On voit ce petit tuyau en plastique qu'on appelle une canule qui cherche le bébé dans l'utérus pour pouvoir l'aspirer, en suivant par échographie. Et ça, c'est extrêmement réaliste et c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Alors ça, personnellement, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais assisté à un avortement. Il est tout à fait crédible, cohérent que le bébé se débatte, puisqu'on sait très bien que le bébé réagit dans le ventre de sa mère très tôt, si sa mère a mangé quelque chose qui est extrêmement acide ou qui est très mauvais.
que l'enfant entend les bruits et qu'il réagit très violemment à un bruit trop important, malgré le liquide amniotique, que même pour une grossesse précoce, l'enfant ressent tout ce que ressent sa mère, et donc tout ce qui lui arrive à lui. La preuve, c'est qu'on insiste beaucoup dans les accompagnements de grossesse sur la paix de la mère pendant les 3 premiers mois au moins. Alors dans le film, on voit le planning familial américain, qui est à but lucratif, dans un domaine uniquement privé. En France, on est dans le monde des établissements publics, et les militantes du planning familial que j'ai pu côtoyer sont des personnes de bonne volonté, qui veulent sincèrement aider les femmes et qui sont très mal payées. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a énormément d'argent derrière. On cite d'ailleurs les milliardaires américains, les lobbies de l'avortement qu'il y a dans le monde et qui poussent justement à ce qu'il y ait le plus d'avortements possible, à ce que ça puisse même devenir un mode contraceptif, un mode d'espacement des naissances. Alors en France, ce sont des choses que des personnes peuvent penser parmi les militantes, mais ça n'est pas organisé avec des circuits privés et lucratifs. En Europe aussi, il peut y avoir effectivement des lobbies derrière l'avortement. En France, on est dans un domaine public où l'avortement est remboursé à 100% par la sécurité sociale et où les personnes qui les pratiquent sont des personnes salariées, soit de cliniques, soit d'hôpitaux privés. Donc c'est vraiment un monde complètement différent. Et en France, à ma connaissance, il n'y a pas de marché de l'avortement de la même façon. Il y a un marché de la contraception, il y a un marché de certains produits, mais c'est beaucoup moins choquant que ça l'est pour les États-Unis. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a un marché de l'avortement qui permet à des personnes comme Cheryl d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, et que ça peut faire partie des moteurs des personnes qui sont dans ces cliniques d'avortement. En France, j'ai côtoyé des personnes uniquement menées par leur bonne volonté, même s'il y a derrière un juteux marché pour les laboratoires pharmaceutiques, ça n'est pas l'intérêt financier qui guide les militants de l'avortement en France. En France, les avortements ne se pratiquent pas comme aux États-Unis dans le centre du planning familial. Certaines fois, dans certains centres militants, ça a pu arriver. Ça peut peut-être encore arriver, je ne le sais pas exactement. Mais les avortements en France ont tous lieu en milieu sécurisé. C'est d'ailleurs ce qu'ont défendu les personnes qui ont promu l'avortement dit loi Veil au moment de la loi de 75. C'est qu'en France, la femme avorte chirurgicalement à l'hôpital de façon sécurisée. Alors, depuis plusieurs années, depuis qu'existe l'avortement par comprimé, l'idée étant que les avortements soient simplifiés, que la femme ne soit plus obligée d'aller à l'hôpital, ce qui peut être une difficulté, que l'avortement se fasse de façon la plus discrète possible, pour les jeunes filles en particulier, ou les jeunes femmes qui veulent avorter en cachette de leur famille. Ces avortements dits par comprimé se passent en fait à la maison. La jeune fille, la jeune femme expulse le bébé à la maison, par terre, dans ses toilettes. Voilà. Et parfois, on peut aussi choisir d'avorter par comprimé en milieu plus sécurisé ou plus chaleureux psychologiquement, comme l'hôpital ou un centre militant du planning familial, mais pas un centre public comme un centre d'éducation familiale où j'ai travaillé. Alors, comme parents, on peut déjà, de façon préventive, parler à nos enfants plus jeunes, avant même d'être fertiles, en expliquant à quel point un bébé c'est beau, en s'émerveillant avec eux, en évitant de faire des remarques désagréables sur la personne qui attend un 3e enfant en 3 ans, ou un 4e enfant en 4 ans. Ça reste toujours une bonne nouvelle, un bébé, et ça c'est ce qu'on peut transmettre en famille, même si la bonne nouvelle ne tombe pas à un bon moment. Je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire à nos enfants, moi c'est ce que j'ai fait avec le mien, de dire aux filles que si elles sont enceintes de façon imprévue, que ça sera toujours une bonne nouvelle et qu'on assumera avec elles, qu'on s'occupera de l'enfant, qu'on les aidera, mais qu'il n'y a aucune raison qu'un innocent paye pour une erreur de jugement ou un moment de faiblesse. Et de dire aussi à nos garçons que s'ils sont responsables d'une paternité, on les aidera, mais qu'à partir du moment où on s'est mis en condition
d'être père, même si on ne l'a pas voulu, eh bien on assume, et que c'est comme ça qu'on devient un homme, et que ce n'est pas facile. Ce qui m'a motivée, c'est que dans ma pratique, dans mon bureau de conseillère conjugale, il y avait 2 sièges pour les personnes que je recevais, et que très souvent, le siège masculin était vide. Et que quand je demandais où était le co-responsable de cette grossesse, la jeune fille me répondait alors soit qu'il n'y avait pas eu de vraie relation, soit qu'elle ne savait pas qui c'était, soit extrêmement souvent qu'il ne voulait pas être là, mais que par contre, il tenait à un avortement et qu'il ne voulait pas en entendre parler. Les femmes en France avortent énormément par pression de leur famille, de leur conjoint, du responsable de la grossesse. Il y a eu par exemple un sondage IFOP en France qui rappelait justement que 73% des Français souhaitent qu'on accompagne mieux les femmes lors de la grossesse parce qu'on sait tous que la femme a peur, que ça tombe toujours mal, qu'elle ne sait pas comment annoncer le bébé à son employeur, à ses parents, et que la chose que peuvent faire les parents, et aussi ceux qui ne sont pas parents, c'est devant une grossesse toujours de s'émerveiller et d'encourager. Moi, la première chose que j'ai toujours faite dans mon bureau, c'est de dire « félicitations ». Ce à quoi la femme répondait en général « non, non, mais c'est pas prévu ». Félicitations, des femmes pleurent de ne pas être enceintes. Voilà, c'est beau de l'être. Et après, on peut très bien entendre que ce bébé ne tombe pas bien dans votre vie. Et donc, on puisse accompagner une grossesse autrement. Alors, on se pose souvent la question, après ce genre de film, de qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que moi, qui suis sans pouvoir, sans moyens, je vais pouvoir aider à ce qu'il n'y ait plus ces 220 000 qui sont en train de passer à 230 000 avortements en France par an. Alors d'abord, très simplement, réaliser qu'autour de nous, il y a probablement eu quelqu'un qui a avorté. Si je vais à la messe le dimanche, il y a plusieurs femmes qui ont avorté. Plusieurs femmes qui ont eu peur et qui n'en ont pas parlé. Et oser tendre la main. Moi, je me souviens par exemple d'une catéchumène à ma paroisse qui était enceinte et le papa était en prison. Et on avait un petit peu discuté et elle m'avait dit que la paroisse était le lieu où elle avait pu assumer sa grossesse. Au début de sa grossesse, elle pensait ne pas l'annoncer et avorter. Et puis sans réfléchir, elle l'avait dit à une sœur consacrée. Elle avait dit « je suis enceinte, ça tombe très mal ». Et la sœur lui a tout de suite dit « oh, quelle merveilleuse nouvelle !» Et ce « quelle merveilleuse nouvelle » a fait exister son bébé, l'a fait réfléchir. Elle s'est dit que c'était d'un lieu où elle serait bien accompagnée, ce qui s'est passé. Et donc, est-ce que dans toutes nos paroisses, on est prêt à accompagner d'un sourire bienveillant les parents qui seront là avec une jeune fille enceinte, dont le papa ne sera pas là? Moi, je connais plusieurs couples qui se sont mariés, le papa assumant un bébé dont il n'était pas le père, mais dont la jeune fille avait eu le courage, au lieu de cacher la grossesse en avortant, d'assumer le moment de faiblesse ou l'erreur de jugement qu'elle avait pu faire. Donc on peut déjà créer autour de nous un climat favorable à la vie, en n'ayant pas de paroles désagréables sur les grossesses imprévues. On peut aussi s'engager. Moi, j'avais été touchée par l'histoire d'un ami dont la mère avait une maison qui était devenue plus grande parce que les enfants avaient quitté le nid et qui réservait une chambre pour une jeune femme enceinte qui devait soit quitter sa famille, soit cacher sa grossesse, et qu'elle gardait le temps que cette jeune femme ait accouché, soit accompagnée. Ce qu'on peut faire aussi très simplement, c'est prier. Pour mieux accompagner cette culture de la vie, on peut aussi se former. Lorsque l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, a été publiée, j'avais été frappée de voir qu'elle était vendue dans les hypermarchés, dans les gares, parce qu'elle est extrêmement facile à lire et aussi parce qu'il y avait un bébé sur la couverture avec le pape. Donc c'est un sujet qui touche tout le monde. Et ça nous aide aussi à avoir les bonnes attitudes, les attitudes qui protègent la vie. Et nous-mêmes, parfois, on peut être tentés. Je crois que beaucoup de femmes qui aiment la vie ont pu être, à un moment de leur grossesse, paniquées. Parce que c'était un enfant qui n'était pas prévu à ce moment-là, un moment dans leur carrière, un moment dans leur vie de famille, où c'était difficile. Et toute femme peut être tentée par l'avortement, quel que soit son degré de foi.
Et si on a tous des paroles encourageantes, eh bien, on va certainement sauver un certain nombre de bébés. Je me souviens en particulier d'avoir rencontré un couple qui était responsable de la préparation au baptême dans sa paroisse, qui attendait un 4e enfant. Et j'avais parlé avec la femme qui m'avait dit, mon mari m'a dit, ce bébé c'est un de trop, je ne veux pas en entendre parler, tout en allant à la messe tous les dimanches. Cette femme a fait une fausse couche, mais je pense que ce sont des paroles meurtrières qui laissent des traces dans un couple. Et que si dans nos paroisses, dans nos cercles d'amis, on a des paroles encourageantes et soutenantes, on va pouvoir accompagner un certain nombre de bébés pas prévus. Alors les associations, les solutions en France pour accompagner les femmes. Alors en France, contrairement aux États-Unis, on a bien sûr besoin d'associations qui soutiennent parce qu'il y a une culture pro-avortement extrêmement forte, mais le système public français soutient extrêmement bien une femme seule qui veut vivre sa grossesse jusqu'au bout, qui veut accompagner son bébé, qu'elle puisse ensuite s'en occuper ou pas. On a en France un système d'allocation familiale extrêmement performant. Une femme seule enceinte aura par exemple une priorité à la crèche. Il existe des foyers maternels qui ne coûtent pratiquement rien à la femme, où il y a des assistantes sociales sur place qui aident à accompagner cette femme qui est en effet en détresse, qui est perdue devant cette grossesse. Et on va l'accompagner jusqu'au temps d'une recherche d'emploi, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir un logement autonome. Il y a des allocations de parents isolés. On peut accoucher sous X, on peut confier son enfant à l'adoption. Donc même s'il n'y avait pas d'association, une femme qui est déterminée à assumer son bébé, même si les conditions ne sont pas favorables, va être très bien accompagnée par le système social. Ce qui va être difficile, c'est cette culture contre la vie, cette culture de mort, qui fait qu'une grossesse imprévue, une grossesse par exemple d'une femme précaire, d'une femme seule, d'une femme qui a déjà beaucoup d'enfants, est mal vue et que ce regard des autres est difficile à assumer. Et c'est là qu'on a besoin d'associations. Alors il y a des associations où on peut rencontrer les personnes directement, comme Mère de Miséricorde. Il y a des associations qui ont des plateformes d'écoute, comme SOS Bébé, où on peut être accompagné par Internet aussi, par chat. Et puis il y a tout simplement aussi déjà le soutien de proximité qui peut permettre de rejoindre ces associations et puis que nous, on connaisse tous les noms de ces sites et de ces associations pour pouvoir les donner autour de nous au cas où que les jeunes les connaissent, pour que si une grossesse imprévue arrive, ils aient du soutien au lieu de se tourner vers le planning familial qui les accompagnera jusqu'à l'avortement comme meilleure solution. Alors quelles alternatives on peut avoir ? Quand je recevais les femmes dans mon bureau, par exemple, je leur disais toujours que la loi française leur permettait d'abord d'assumer sa grossesse. En France, on ne peut pas, normalement, licencier une femme enceinte. On lui garde un emploi, même si ce n'est pas exactement le même, elle est sûre de le retrouver quand elle va reprendre son travail. Et si ça n'est pas le cas, elle va trouver des avocates militantes qui vont l'aider à gagner son procès contre son employeur. Elles vont avoir un système d'allocation, de soutien social pour les accompagner. On peut en France accoucher sous X de façon anonyme. On peut confier son bébé à l'adoption et on a un délai pour réfléchir entre le temps où on décide de confier son bébé à l'adoption et le temps où vraiment le bébé aura un autre nom et où on n'aura plus de contact. On a tout un arsenal presque de solutions en France pour accompagner des grossesses pas prévues. Et puis on sait que beaucoup de couples en France cherchent à adopter et ne trouvent pas d'enfants à adopter, vont les chercher à l'autre bout du monde, alors qu'un certain nombre ont été éliminés pour cause de grossesses imprévues. Dans les alternatives concrètes pour aider les femmes à assumer, il y a aussi notre position par rapport à l'enfant. Cet enfant, il a été conçu par un homme et par une femme. Et la culture pro-avortement ne parle que de la femme. La loi ne parle que de la volonté de la femme. Ce que nous, on peut faire très simplement, c'est chercher le père, ou c'est faire exister le père.
Lors des enquêtes sur l'avortement, en posant des questions aux Français, il y a eu une enquête commanditée par Alliance Vita à l'IFOP qui demandait leur avis aux hommes sur l'avortement. Et certains hommes regrettaient des avortements que leur femme ou leur compagne ou leur petite amie avaient pu faire contre leur volonté à eux, en pensant qu'ils ne pourraient pas assumer. Et ils avaient l'impression d'avoir été dépossédés de leur place de père, ce qui est juridiquement vrai. On ne demande pas l'avis du père. Alors parfois on ne demande pas son avis au père et parfois il a fui à grandes enjambées. Donc on peut aussi lui rappeler que cet enfant dans le ventre de sa mère, il a déjà 50% des chromosomes de son père. Est-ce qu'on a des études indépendantes sur les raisons qui amènent les femmes à avorter ? De façon précise, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que tous les sites d'écoute ont des statistiques et qu'on sait très bien que la plus grande raison qui pousse les femmes à avorter, c'est ce que j'ai constaté moi aussi dans ma pratique, c'est la pression sociale autour. Une jeune fille enceinte, même si sa famille est favorable, aura peur d'arriver dans sa classe enceinte. Alors pas toutes, dans des milieux extrêmement populaires, c'est très bien vu. Et au contraire, la jeune fille devient une vedette. Mais quand on arrive dans des milieux sociaux où on fait des études plus poussées, ça ne se fait pas du tout. Et il se peut qu'une famille très bien, très chrétienne, pousse la jeune fille à avorter. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une honte sous-jacente. Alors à peu près 20% des femmes dénient cette honte et ce souci et disent que l'avortement ne leur a donné aucune séquelle et qu'elles vont très bien. Toutes les autres disent que c'est extrêmement difficile et que c'est difficile d'en parler. Et donc, même de chercher une alternative, parfois va être difficile. Pour chercher une alternative, il faut se sentir libre. Et beaucoup de femmes ne sont pas vraiment libres d'avorter, ou pas, vraiment libres de pouvoir assumer leur grossesse, accompagner leur bébé. Il y a trop de poids autour d'elles, pas suffisamment de culture bienveillante sur l'enfant à naître, qu'il arrive de façon imprévue ou pas. J'ai reçu un jour un couple d'une 60aine d'années qui traversait une grave crise conjugale et dans les questions que je posais, je demandais toujours au couple si l'un ou l'autre avait subi des violences physiques, psychologiques et vécu un avortement. Et quand j'ai parlé d'avortement, le mari a dit « Oui, un jour, il y a longtemps, ma femme a avorté, mais ça s'est très bien passé, on était d'accord. » Et à ce moment-là, l'épouse a bondi sur sa chaise en disant « Ça, je ne te l'ai jamais pardonné. » On n'ose pas souvent parler. Après avoir vu ce film et pris le temps de réfléchir, je pense que nous pouvons tous réfléchir dans nos habitudes, comment nous aussi nous sommes plus ou moins aveuglés, comment nous pouvons réfléchir et surtout ne pas juger. Voilà, ce temps est terminé. Je pense que nous allons tous rester avec beaucoup de questions, j'espère avec des questions nouvelles. Et je vous invite à ne pas en rester là, à aller sur le site d'Unplanned, à rencontrer des associations, à réfléchir dans vos milieux habituels, dans vos paroisses, à ce qu'on peut changer dans nos habitudes pour que les femmes enceintes soient mieux accueillies. Amen.